si on prend le quartier général du SVR, les bâtiments opérationnels dans ce quartier ont doublé. Pourtant, à l'époque, c'était l'Union soviétique, 300 millions d'habitants. Donc la Russie, ça représente que la moitié de ce pays. Le niveau d'espionnage russe actuel, il est 4 fois supérieur à celui comparativement à l'Union soviétique. Sergueï Irinov et François Barraud, bonjour. Bonjour. Donc vous étiez tous les deux agents, ce qu'on appelle ce qu'on peut appeler aujourd'hui dans le vocabulaire commun des agents secrets. Il déteste ça. Il va me corriger tout de suite. Nous sommes des officiers traitants. Des officiers traitants. Alors l'un d'entre vous, à la DGSE, François donc, et vous Sergueï, vous êtes russe. Oui. Donc, vous étiez donc au service d'espionnage. Du KGB. Est-ce que vous pourriez revenir chacun sur votre carrière? Comment est-ce qu'elle a commencé? Pour moi, c'est assez simple. Enfin, quand on le sait, bien sûr. Quand j'étais capitaine, je commandais une compagnie de transmission et je trouvais les journées assez routinières. Il faut le dire, enfin, je le dis, je m'ennuyais un peu, bien que je faisais mon métier correctement. Et un jour, j'ai vu passer dans un bureau de l'état-major où j'étais, un état-major de brigade, une note de service indiquant qu'on pouvait aller voir que les jeunes officiers, capitaines ou commandants, étaient invités à visiter le SDEC. À l'époque, c'était le service de documentation, d'espionnage et de contre-espionnage. Donc, j'ai sauté sur l'occasion. J'ai fait une demande et 3 ou 4 mois après, j'ai été invité à me diriger dans cette entreprise, dans ce service, boulevard Mortier, parce que les bureaux sont boulevard Mortier à Paris, à la station du métro Les Lilas. J'ai été très très surpris, agréablement surpris par ce qu'on y faisait. Après avoir fait cette visite, j'ai fait une demande officielle d'intégration dans cette structure, et 5 ou 6 mois après, j'ai reçu une convocation pour passer les premiers jours et suivre une formation d'une année là-bas. On apprend à manipuler des personnes. C'est très psycho ce qu'on fait, mais aussi très intellectuel. Enfin, je crois me souvenir que la première journée où nous sommes retrouvés une vingtaine dans une salle, la première chose qu'on nous a fait faire, c'est une dictée. Bon, oui, quand même. Une dictée, c'est incroyable, quoi. Ouais, et après, on nous a réappris à faire des synthèses. C'est-à-dire, sur 150 pages, il faut résumer ça en 200 mots. C'est ça, la synthèse. Donc moi, j'ai vécu en Union soviétique. Je suis né en 1961, le jour où la CIA a essayé de renverser pour la première fois le régime de Fidel Castro. Donc on fête cette année 60 ans, donc c'est dans l'actualité. C'est pour vous placer déjà l'action. Donc après, le KGB, en gros, c'est un énorme ministère de sécurité d'État, qui comptait à l'époque plus de 400 000 personnes. Et le service d'espionnage extérieur, de renseignement extérieur, n'était qu'un tout petit service. On était 10 000 dans ce service. Après, les choix de personnel pour ce service se passent exactement comme en France. Ça veut dire on choisit les gens parmi les étudiants ou les militaires ou les gens qui s'occupent de la géopolitique, des relations internationales. Moi, je faisais mes études à l'Institut des relations internationales. Ça s'appelle le MGIMO. C'est une institution qui est placée sous l'autorité du ministère des Affaires étrangères russe. Donc notre chef, c'était Gromyko, le grand Gromyko, qui a fait ses années avec Staline. Donc en fait, c'est un grand nom déjà de la Deuxième Guerre mondiale et puis de l'époque précédente. Et donc cet institut est un vivier pour les services de renseignement, que ce soit militaire, le GRU, de l'état-major du ministère de la Défense, ou le KGB, qui est un service plus politisé. La différence par rapport à François, c'est qu'on ne met pas les petites annonces, on ne passe pas les notes de service dans les services. Donc le KGB choisit lui-même ses candidats, il les contacte lui-même, et donc après, d'habitude, on est contacté vers la 3e, 4e année d'études, juste un an, parce qu'on fait 5 années avant la sortie.
Et on nous propose de travailler pour le KGB. Il y a le service, les activités de contrôle de la candidature qui sont exactement les mêmes que la DGSE. Et avec une petite particularité, c'est que pour moi, ça s'est passé différemment, puisqu'on m'a donné donc à apprendre dans le Guimont, on m'a donné à apprendre le français. Moi, j'ai adoré le français. Et à la 3e année d'études, puisqu'on m'interdisait de pratiquer le français, j'ai pété les plombs. J'ai envoyé un télégramme à Paris pour participer à un petit concours de RFI. Et comme ça, j'ai court-circuité en fait le processus de choix de candidature pour le KGB. Donc du coup, le KGB d'abord, il a recherché, il me recherchait peut-être comme un dissident ou un espion avec mon télégramme. Mais quand ils m'ont trouvé, ils ont vite compris que c'était juste un étudiant qui voulait absolument pratiquer ce qu'on lui a appris. Et donc ils m'ont proposé un peu plus rapidement que la candidature officielle s'il était vraiment classique. Je me suis retrouvé dans une caserne, dans la région parisienne, et bon, je faisais mon métier de chef d'une compagnie, du commandant de compagnie, un métier tout à fait normal, hein, et intéressant quand même. Mais je sentais de la routine dans ce travail. Donc j'aspirais à voyager, à avoir plus de choses vivantes, intéressantes. C'est justement ça que peut-être qu'il lui manquait, hein, justement un tout petit peu d'adrénaline, c'est ça, je cherchais le terme, de terrain. D'adrénaline, oui. Et ça je l'ai trouvé dans ce métier, il n'y a pas photo. Quoi. Mais il n'a pas couru avec les Kalachnikov, hein, ça n'a rien à voir avec James Bond. Rien à voir avec le James Bond, c'est évident. Hein. Ouais. Non, mais comme je disais tout à l'heure en aparté, tous les matins, quand je me levais, j'étais heureux d'aller au bureau, quoi. Quand je travaillais sous couverture dans une ambassade. Moi, c'était quasiment la même chose. En fait, les mêmes motivations, parce que ça aussi, c'est quelque chose qui nous motivait, qui nous intéressait, tout en sachant qu'on était peut-être un peu plus politisé qu'en France, parce que déjà le pays était fermé. Donc pour nous, c'était la façon la plus, disons, la plus réelle de quitter le pays, de partir à l'étranger. Oui. Parce que les Français, vous pouvez prendre l'avion et faire du tourisme à l'étranger, tandis que nous, du tourisme à l'étranger, on n'en avait pas la possibilité de le faire. Voilà, donc pour nous, du coup, c'est beaucoup plus motivant, parce que justement, ça permettait d'envisager le départ à l'étranger. Et puis après, il y a aussi quelque chose qui est un peu plus différent en Union soviétique, c'est que le métier, il est très romanisé, enfin, je ne sais pas comment on dit, romanesque, romancé. Oui. Et donc, du coup, on a des films, on a tout un tas de livres, de littérature. Et on vit, à mon époque, de la guerre froide, on vivait là-dedans. Hein. Ça veut dire qu'on regardait ça toute la journée. Il y avait tout le temps des trucs qui se passaient comme ça à la télé, au cinéma. Et donc, du coup, c'était un métier qui avait une meilleure perception dans la population qu'en France. Parce qu'en France, souvent, espionnage, c'est souvent, on parlait de barbouze, tandis que chez nous, c'est plutôt l'aristocratie. L'aristocratie du KGB, les voyages à l'étranger. Donc, c'était une belle carrière. Hein. C'est pas une voie de garage. Ah mais, oui, mais alors là, je suis obligé de réagir. Oui. La DGSE, c'est pas une voie de garage. Non, mais ce qu'il faut dire, c'est que Sergueï était plutôt animé par une idéologie, l'idéologie communiste. Chez nous, non. Hein. Ouais. On n'est pas animé par une quelconque parti, quoi que ce soit. Hein. Tandis que le KGB, c'est le bras armé du Parti communiste. C'est dans les statuts du comité de sécurité d'État. Donc, sécurité d'État, c'est la police politique, déjà à l'intérieur. Ils gardent les frontières. Donc, là aussi, c'est la protection de notre petit mythe. Et nous, le service d'espionnage, c'est l'exportation de l'idéologie à l'extérieur. Donc, du coup, c'est une énorme différence par rapport à la France. À l'époque de l'Union soviétique et des tensions de la guerre froide, vous pouvez bien comprendre l'intérêt justement des services d'espionnage et de contre-espionnage. Mais aujourd'hui, on pourrait dire un peu naïvement que la paix dans le monde est revenue. Et d'un côté, nos seuls ennemis, ce seraient les islamistes et puis les quelques pays un peu rebelles. On aimerait bien. Oui. On aimerait bien. Oui, mais malheureusement, c'est pas le cas. Est-ce qu'on a encore besoin d'espions ? Oui. Là, je vais répondre le premier. Oui, là, vous faisiez allusion à l'islamisme
aux islamistes. Oui, c'est une des préoccupations, très certainement, enfin je le suppose, de la DGSE actuellement. Mais l'utilité d'un service de renseignement n'est pas remis en cause, parce qu'il y a d'autres sujets aussi importants que les problèmes politiques. Hein, voilà. Je pense en particulier à la technologie. Vous savez, prendre dans des lieux de recherche où on fait de la recherche et du développement, par exemple, qui est vraiment une chose importante, eh bien, si on arrive à découvrir ou à prendre des procédés de fabrication et qu'on les ramène en France dans une entreprise, une industrie automobile, par exemple, ben c'est autant de gagner. Et ça, il n'y a que les services de renseignement qui peuvent rechercher dans des lieux bien précis ces informations-là. Ces informations qui deviennent du renseignement, parce que ça a été étudié, élaboré, ça a été confirmé par des analystes à la centrale. Synthétisé à la centrale. Ouais. Quand je dis la centrale, c'est la DGSE. Donc il y a de l'espionnage industriel. Ah oui, tout à fait. État, bien sûr. Beaucoup plus que, je dirais... Enfin, là, je ne sais pas trop, parce que j'ai quitté la DGSE, bien évidemment. Beaucoup, renseignement industriel, sûrement oui, peut-être beaucoup plus que politique. Mais là, je m'avance peut-être. Chez nous, c'était donc au KGB, il y avait plusieurs directions. Donc en gros, c'était l'espionnage politique, l'espionnage militaire, l'espionnage scientifique et technique, et le contre-espionnage extérieur, ça veut dire pénétration dans le service adverse, parce que par exemple pour nous, la DGSE représentait une cible, organisation cible. Après, le truc, j'ai eu déjà la possibilité de le dire, en fait, on aimerait bien que le monde change, on aimerait bien qu'il n'existe plus de tension entre les États et qu'il n'existe plus de la concurrence, mais en réalité, ça existera toujours, parce qu'on vit sur Terre dans un système fermé et on sera toujours concurrent. Donc, quoi qu'il arrive, il y a toujours des intérêts qui vont être un peu contradictoires, voire même très contradictoires. Et j'ai eu déjà l'occasion de le dire, c'est que la guerre froide, malheureusement, n'a jamais cessé, en fait. On a vécu un tout petit peu un espoir quand l'Union soviétique s'est disloquée en décembre 1991 et les Américains étaient tout contents de fêter cette victoire idéologique sur l'adversaire qui a duré presque 25 ans. Et en réalité, non. C'est très très vite. On a eu des nouveaux enjeux et même la nouvelle Russie a eu tout de suite les nouvelles pratiques qui sont installées, surtout après l'arrivée au pouvoir de Poutine. Donc après 2000, c'est quasiment le retour vers le soviétisme et l'Union soviétique. Et c'est pour vous dire aussi que, par exemple, le service d'espionnage, donc le MIA, est devenu le SVR, le service des renseignements extérieurs de la Fédération de Russie. Et si on prend le quartier général du SVR qui se trouve à Yasenevo, donc c'est au sud de Moscou, c'est comme à Langley aux États-Unis pour la CIA, donc c'est un quartier au milieu des bois. Et donc les bâtiments opérationnels dans ce quartier ont doublé depuis l'époque où j'étais. Là-dedans. Pourtant, à l'époque, c'était l'Union soviétique, 300 millions d'habitants, donc la Russie, ça représente que la moitié de ce pays, et les bâtiments, il y a deux fois plus. C'est pour vous dire qu'en réalité, le niveau d'espionnage russe actuel, il est 4 fois supérieur à celui comparativement à l'Union soviétique. Après, dans notre livre, moi j'ai introduit une petite provocation en disant, puisque le contexte, surtout technologique, change, souvent, maintenant, on peut remettre en cause, mais ce n'est pas la remise en cause pour les États. Les États, ils disent, nous, on garde le service. On veut le garder et on va s'en servir parce que ça nous donne des avantages. Parce qu'en gros, en fait, le service d'espionnage peut faire ce que la diplomatie ne peut pas faire. La diplomatie, c'est tout ce qui est légal. Le service d'espionnage, c'est la même diplomatie, mais tout ce qui est illégal. Tout ce qui est criminel, tout ce qui est vol, tout ce qui est manipulation, etc. Après, quand vous prenez actuellement avec Internet, vous pouvez avoir un hacker. Prenons une petite organisation. Donc en fait, il y a 5 personnes dirigées par un chômeur anglais, Higgins,
qui ont créé une petite entité qui s'appelle Bellingcat. Et cette petite entité, en analysant tout simplement les bases de données sur Internet, ont réussi à trouver les traces des agents du GRU qui ont allé en Angleterre empoisonner les Skripal. C'est eux qui ont trouvé, c'est pas les services de renseignement. Donc en fait 5 personnes, enfin 5 gugus, je dirais que c'est presque les hippies en fait, c'est les jeunes. Il y a un jeune qui a 18 ans dans l'équipe. C'est pour vous donner l'idée que maintenant avec l'internet, avec les réseaux, on peut Wikileaks. Vous prenez aussi, en fait, ça c'est une organisation, mais sauf que les services de renseignement peuvent utiliser ça. Wikileaks a été utilisé par Poutine pour faire divulguer les informations qu'il voulait, qu'il croyait nuisibles pour les États-Unis et pour l'Occident. Alors bon, on a commencé par du contexte et des informations assez générales. On va partir du général pour aller au particulier. Vous, dans vos formations personnelles, dans votre parcours, j'aimerais qu'on s'attarde un petit peu sur les différences entre la réalité de nos métiers et le fantasme, enfin l'idée qu'on peut s'en faire. Puisque concrètement, bon, alors on connaît les films d'espionnage, James Bond et compagnie, et aussi les séries, comme Le Bureau des légendes. Alors, l'un est très dans l'action, les missions courtes, les assassinats, les tirs. L'autre est beaucoup plus dans le longue durée, le psychologique, la manipulation. Entre ces deux extrêmes, où situe la réalité de notre métier ? Alors je vais répondre, maintenant tu as parlé pas mal. Ah oui, tout à fait, alors, oui. Vas-y. Bon, prenons Le Bureau des légendes. C'est un très bon film, il n'y a pas de doute. Il entretient le suspense, etc. Mais par expérience, je sais qu'on ne peut pas rester sous légende aussi longtemps qu'un mois, voire une année. Moi, j'ai travaillé... Sauf pour nous. Pardon ? Sauf pour nous. Oui, mais parce que j'ai l'expérience de cette affaire-là, bien sûr. J'ai travaillé sous légende. C'est difficile parce qu'il faut jouer son rôle pendant des jours, en permanence, pendant des semaines. Mais là, dans le film, c'est pas très réaliste, quoi. Pourquoi ? Parce que on peut toujours faire un faux pas. Un soir, j'étais peut-être un peu fatigué. Je suis allé dans une boîte de nuit pour boire, puis pour me détendre. Et le lendemain matin, je devais quitter l'hôtel. Et en quittant l'hôtel, on paie, bien sûr. Et à l'époque, on avait ce qu'on appelle des traveler checks. C'est-à-dire qu'on signe sur un verso, on signe, pas sa fausse signature cette fois-ci, et le recto, quand on s'en va, on fait la deuxième signature. Et je me suis trompé, j'ai signé au recto en partant avec ma signature, la vraie. Je m'en suis aperçu, heureusement. Mais ça, pourquoi j'ai fait ça ? Parce que j'étais troublé, j'étais encore sans doute imprégné par l'alcool, je ne sais pas, enfin, quelque chose. Bon, mais je savais quand même signer. Alors j'ai signé, et je m'en suis rendu compte. Alors qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai essayé de ne pas le montrer, que j'ai fait une rature, où j'ai peut-être déchiré en signant, bref, ou en resignant, j'ai abîmé le chèque en question. Et je me suis excusé et j'ai recommencé le chèque. Donc c'est passé comme une lettre à la poste. Ça, il n'y a aucun problème. Ça, voilà, ça ça m'est arrivé. Et moi, je reprenais un tout petit peu François, parce que nous, on fait au KGB à Stasi, dans la République démocratique allemande, on avait un service qu'on appelle le service des illégaux. C'est-à-dire que en gros, c'est la couverture profonde. Là, non seulement dans le bureau des légendes, on vous donne la légende, mais vous restez français. On vous donne juste un faux passeport avec les faux noms, mais vous restez français, sauf pour une personne qui joue l'italien en Moyen-Orient. Mais la majorité joue les Français. Tandis que nous, notre service, il était réputé pour envoyer les gens qui devaient jouer les étrangers. Donc en fait, c'est plus la série, si on parlait des séries, c'est plus la série The Americans et non pas le Bureau des légendes. Pour répondre aussi à votre question, l'action réelle, elle se place beaucoup plus près du Bureau de légende que de James Bond.
James Bond, c'est vraiment une caricature. Hein. Il y a quasiment jamais les trucs qui se passent comme ça. On ne va pas sur le terrain en se présentant James Bond en costume cravate. My name is Bond. My name is Bond. Non. Donc c'est plutôt quand même le Bureau des légendes, tout en sachant que le Bureau des légendes, je suis d'accord avec François, c'est une excellente série, c'est un excellent cinéma. Ça veut dire que c'est très intéressant à regarder, mais dès que nous branchons notre cerveau professionnel, on voit toutes les failles, les petites failles, les grosses failles, etc. Je vous donne quelques exemples. Par exemple, Marina Loiseau, une femme est envoyée en Iran. C'est juste une connerie. On n'envoie jamais dans un pays comme l'Iran, on n'enverra jamais une espionne qui est femme. Parce que déjà, il n'y a personne qui va lui parler. Enfin, elle sera incapable de faire quoi que ce soit sur un truc comme ça. La même chose, il y a une professionnelle du Bureau des légendes qui pantoufle, en fait, qui quitte le bureau et est installée comme chef de sécurité en Égypte. Pareil, la même chose, femme sans pas voilée, chef de sécurité dans un grand hôtel en Égypte, c'est de la science-fiction. Après, le truc, par exemple, Loiseau, elle est brûlée en Iran, enfin grillée en Iran, on l'envoie en Azerbaïdjan. Ça veut dire chez les cousins qui savent très très bien ce qui se passe à côté. Et puis après, une fois, lorsqu'il a fait une mission là-bas, on l'envoie en Russie aussi, qui sont les régimes très proches. Elle est brûlée. Donc voilà, donc quand il est brûlé, quand il est grillé. Hein, donc, après, on peut pas remplacer ça. Donc ça, c'est la fiction. Après, il y a les petits détails. Hein, moi, le détail qui me choque le plus, en fait, dans le Bureau des légendes, c'est que vous rentrez dans les locaux. Donc c'est un open space avec avec du verre, et vous voyez 30 écrans de tous les gens qui sont dehors, enfin, qui sont dans le service. Ça veut dire que c'est juste n'importe quoi. Ça veut dire que chez nous, dans le service, vous ne verrez jamais un écran si vous n'êtes pas autorisé d'y accéder. Vous ne verrez jamais un écran. Donc vous, François, vous avez été déployé sur plusieurs territoires, dont le Pakistan, sous couverture, sous légende. Non, sous couverture. Alors justement, la différence, c'est que la légende, entre autres, vous apprenez un métier, et ce métier, vous allez l'appliquer, vous allez le faire dans le pays dans lequel vous êtes envoyé. Comme au théâtre, hein, vous voyez, c'est pour ça que je fais ce parallèle avec le théâtre. Mais sauf qu'au théâtre, on change, on a une nouvelle personnalité, comme dans la légende, mais ça dure au maximum 1 heure, 1 heure et demie. Voilà. Et ça, on peut tenir au théâtre. Hein. Si Lazare ne fait pas rire, il n'est pas crédible. Hein. Et la couverture, c'est autre chose. La couverture, on fait un vrai métier sous sa véritable identité. Je donne un exemple. En général, c'est dans les ambassades qu'on fait cette couverture-là. Pourquoi ? Parce que si on est pris nous-mêmes la main, ce qu'on dit souvent la main dans le sac, c'est-à-dire on est dénoncé par les services adverses, la seule chose qu'on peut risquer, c'est être rapatrié. On est persona non grata. Pas persona non grata, voilà. Hein, mais on ne va pas en prison. Alors que l'agent, lui, qui est notre source, hein, si elle est prise la main, si elle est prise cette source, elle est prise la main dans le sac, lui, il va en prison voir le peloton d'exécution. Hein. C'est ça. Il faut faire très attention à ça. Donc, notre rôle, c'est de former ces agents-là. En 1991, grâce à Gorbatchev, c'était la première fois où l'ENA a accepté les élèves soviétiques au sein de l'école. Et donc, le KGB, quand il a su qu'on proposait de faire ça, il en a profité. Et en plus, on a un tout petit peu rigolé. C'est un peu méchant ce que je dis, mais parce que, en fait, je suis devenu, en plus, boursier du gouvernement français. C'est les Français qui m'ont payé les études. Donc, c'est vrai que... Oui, c'est vrai qu'entre les généraux, on se moquait quand même un tout petit peu de la France par rapport à ça. Alors, il y a quelque chose qui vous a peut-être pas, qui vous étonne peut-être, c'est que Sergueï parle un français impeccable. Merci. Hein? Merci. Ah non, mais on le prendrait pour un Français à l'étranger. Normalement, j'étais destiné à travailler comme un Français. Moi, je suis étonné. Si on est sujet à ce genre de défaut, enfin, la paranoïa, on ne fait pas ce métier-là, déjà. Hein. Parce qu'il faut être extrêmement solide en termes de psychologie. Hein. Bon, donc non, moi j'ai jamais été pris par ce phénomène-là. Disons par paranoïa, c'est un terme qui est péjoratif. Mais oui, en plus. Donc on est quasiment, c'est une maladie, maladie mentale. Donc c'est pas. Oui. Si on a une double personnalité, elle est momentanée. C'est dans le cas de la légende, par exemple. Mais on sait très bien qu'on joue un rôle.
Hein. Après, il y a le truc aussi, c'est que c'est un métier qui est particulier. Ça veut dire qu'on est quand même sur nos gardes. Oui, on n'est pas paranoïaque. On est sur les gardes. On est sur nos gardes tout Voilà. le temps. On regarde tout ce qui nous entoure. Mais pour ça, on a suivi la formation. On nous a appris. Justement, parce qu'en fait, en gros, vous prenez n'importe quelle personne, elle devient paranoïaque parce qu'il a un regard, il lui semble qu'elle est suivie, il lui semble que tout le monde lui en veut, etc., etc. Nous avons des moyens techniques et les moyens professionnels pour savoir exactement si on est suivi ou pas, si on nous cherche ou pas. Exactement. Et donc, en fait, on nous donne des techniques, des astuces, des techniques de détection de ce qui est réel et ce qui n'est pas réel. Alors, il y a une chose que je voudrais souligner. On était à 4 ou 5 000 kilomètres de distance pendant que nous travaillions et nous avons reçu la même formation. Exactement. Ah, ça, c'est incroyable. Exactement. Je le vois de jour en jour. Hein. C'est ça, c'est ça. Par exemple, comment faites-vous pour détecter une personne qui vous a pris en filature ? Ah ben, il y a des techniques, oui, bien sûr, mais des techniques qui sont tellement simples que j'ose à peine en parler. Mais non, mais parce que j'en ai parlé une fois et Sergueï m'a reproché d'être un has-been. Non, mais vas-y, raconte. Bon, quand vous êtes suivi, d'abord, il ne faut pas montrer qu'on est suivi. Déjà, c'est la première technique. Hein. Mais il y a des techniques qui permettent de le savoir. Par exemple, vous êtes dans une rue et vous voulez savoir où vous en êtes. Est-ce que vous êtes suivi ou pas? Eh bien, vous vous arrêtez devant une vitrine d'un magasin, par exemple, vous vous arrêtez. Mais ça, c'est très gênant pour celui qui est derrière et qui vous suit. Parce qu'à ce moment-là, vous pouvez, par un petit coup d'œil, mais naturel, vous vous arrêtez, puis en même temps, vous allumez une cigarette. Donc, vous vous tournez un peu, et puis, sans en avoir l'air, vous voyez bien une personne qui s'arrête. Ouais. En revanche, c'est pas normal, ça. En revanche, c'est pas improvisé, hein, ce truc-là. C'est pas comme dans les films. Oui. Dans les films, voilà. les gens, ils sont nerveux, ils se retournent tout le temps. Ouais, en fait, c'est pas le cas. S'arrêtent. Là, nous, c'est pas ça du tout. Hein. Il faut être le plus naturel possible. S'arrêter devant une vitrine pour regarder, en même temps sortir son paquet de cigarettes. Toujours des choses motivées. C'est naturel. Hein. Il faut que les gens qui vous suivent croient que vous faites quelque chose de naturellement. Un autre système, et là Sergueï va sourire, eh bien, zut, mon lacet était fait. Vous arrêtez pour refaire le salé de votre chaussure, si tant est que vous ayez des salés, et des lacets, pardon. Ouais, c'est ça. Le type derrière qui vous suit, il est emmerdé, quoi. Hein, parce que il faut qu'il s'arrête, lui aussi. Ou alors, il y a, le pire, c'est qu'il continue. Il ne s'arrête pas, il continue sa marche normale. Mais là, c'est foutu pour lui, parce que à ce moment-là, vous faites demi-tour, vous, puis il va faire demi-tour aussi. Ouais. Mais il a perdu. À moins qu'il soit 2 ou 3 à faire la filature. Mais ça, c'est déjà 25. Une technique. Ça, hein? Ou 25. Ou 25. Mais ça, c'est déjà difficile à faire. Hein. Ouais. Moi, je l'ai fait en voiture, c'est pas facile. Hein. Disons qu'en réalité, le truc, c'est ça. C'est que nous, quand on est sur le terrain, on a par exemple des opérations, des missions, des opérations, on doit rencontrer notre source ou notre agent. Donc, avant de rencontrer cette source qu'on préserve, donc on doit la garder secrète, on la protège, on fait tout pour ne pas la faire griller devant le service de contre-espionnage de son pays. Donc, on programme un itinéraire de contrôle, ce qu'on appelle un itinéraire de contrôle. Ça peut durer d'1 heure jusqu'à 3 heures. Si l'opération est vraiment importante, on prévoit un itinéraire de contrôle dans la ville de Paris, par exemple. J'ai rendez-vous sur les Champs-Élysées. Mais je vais commencer un truc, je vais traverser toute la ville, et cette traversée de la ville doit être motivée. Ça veut dire que je vais m'arrêter dans les magasins, dans les entreprises, dans les petites... les gens qui vont me suivre, ils vont dire oui, mais il vague à ses occupations, il fait ses courses, il rencontre des gens, il boit un café quelque part. Et donc tout ça, ça doit être motivé et tout à fait logique, sans jamais montrer que vous cherchez la filature. Et après, vous devez créer des situations dans lesquelles eux, ils vont se révéler. Par exemple, vous pouvez avoir une petite ruelle qui tourne, donc vous tournez le coin, et tout de suite derrière, vous avez un magasin avec une vitrine. Donc, vous rentrez tout de suite dans le magasin,
Et vous vous placez devant la vitrine et les gens qui suivent derrière, donc ils vont vous suivre, donc ils vont déboucher dans la même rue et vous allez les voir devant vous. C'est la technique. Donc voilà, c'est que j'expliquais tout à l'heure. Des trucs comme ça. La même chose lorsque vous arrêtez devant la vitrine, donc vous voyez tous les gens qui sont derrière. Vous avez des coins, mais tout ça, ça doit être super motivé. Ce qui est complètement différent dans la vraie vie par rapport au cinéma, c'est que quand vous découvrez que vous êtes suivi, vous ne le montrez pas, vous ne commencez pas à courir pour, soi-disant, couper cette filature. Tout simplement, en fait, dans notre actualité à nous, si vous êtes sûr que vous êtes suivi, l'opération est annulée. Ça veut dire que vous allez tranquillement rentrer chez vous et avec chaque source ou chaque agent, vous lui donnez rendez-vous par exemple aujourd'hui à 15h et si je ne viens pas, c'est dans 2 jours au même endroit à 17h. Ou après, encore dans 2 jours à 19h. Ça veut dire que vous avez toujours un protocole pour ne pas perdre ce contact avec votre source, mais vous devez être sûr que vous n'êtes pas suivi. Le problème actuel, c'est qu'il y a la technique maintenant. Donc vous avez les caméras partout en ville. Vous avez maintenant des gadgets qui sont très faciles, même n'importe qui, le citoyen lambda peut les acheter. Et donc vous imaginez par exemple si on vous place sous la voiture. Donc vous ne verrez personne. Vous ne verrez personne autour de vous. Vous pouvez faire n'importe quel itinéraire, vous pouvez passer 5 heures à les chercher, vous ne les verrez jamais. Parce qu'ils seront derrière à 1 kilomètre en regardant leur écran de GPS et en regardant tout ça. En revanche, il y a autre chose aussi. Ce qu'on nous utilisait, c'est les contre-filatures. Ce n'est pas la même chose pour la DGSE. On utilise le même terme, mais qui ne montre pas la même chose. Pour nous, la contre-filature, c'est que moi, je fais mon itinéraire de contrôle dans un sens. Mais quand l'opération est vraiment très importante, je peux demander à un collègue de faire la même chose, mais à l'envers. Et donc, du coup, on se donne rendez-vous. Donc, il sait par où je vais passer. Et il va trouver les moyens pour se mettre sur mon itinéraire, pour regarder qu'est-ce qui se passe autour de moi. Parce que moi, je peux ne pas les voir. Comme on dit, il y a peut-être des gens qui vont être à 100 mètres, à 150 mètres avec leur truc GPS, mais lui, il les verra. Parce qu'à un moment donné, ils vont quand même déboucher, et ils vont changer peut-être des habits, et donc ça, lui, il pourra le voir. On vous demande d'aller dans une entreprise pour aller voler un document ou faire voler. Mais vous vous apercevez que tous les matins, par exemple, parce que vous avez fait des contrôles visuels sans vous faire prendre. Hein, des repérages. Des repérages, voilà. Vous vous êtes aperçu que la même personne prend le même train ou le même bus et, mieux que ça, il travaille dans le bus ou dans le train avec son ordinateur. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous allez essayer de vous mettre à côté de lui. Et puis, par un prétexte anodin, une cigarette ou on se cogne ou quelque chose, on s'excuse ou on demande du feu. Bon, ça, c'est vraiment anodin. Et vous entrez en conversation avec la personne. Et mieux, si encore, si vous avez repéré ses intérêts, et donc c'est provoquer son intérêt pour vous. Son intérêt, voilà. Ça veut dire que vous, par exemple, vous avez appris qu'il aime Bach. Oui, François, il va raconter ça. Il aime Bach, voilà. À ce moment-là, la prochaine fois, vous mettrez un disque de Bach bien en évidence. Et vous allez peut-être lui offrir, je ne sais pas. Et en fait, lui, c'est lui qui va vous poser les questions voilà. en disant, mais tiens, vous aimez Bach, mais moi aussi j'aime Bach, et donc comme ça vous permettra de lancer la conversation. Ça s'appelle une manipulation, mais ça prend du temps, hein, parce qu'il ne faut pas montrer qu'on s'intéresse trop à cette personne. Il faut que ça vienne naturellement. Ouais. C'est comme ça qu'on fait des connaissances. Mais en gros, il y a aussi des techniques, ça aussi, c'est les techniques basiques de psychologie. Oui, voilà. Ça veut dire qu'en fait, il faut flatter la personne. Il faut la flatter. Il faut flatter la personne. On aime parler de son métier, on aime parler de son métier. Parler de soi. Donc du coup, il faut amener la personne à vous raconter la vie. Donc c'est pervers, il y a ça. Après, ça peut aller aussi à l'inverse. Ça veut dire, si vous avez la personne, par exemple, qui aime se bagarrer, à ce moment-là, il faudra la provoquer. Mais oui, voilà. Vous allez vous bagarrer intellectuellement,
Mais en fait, cette personne va prendre pied en fait en faisant ça. Donc, il faut l'amener sur son terrain de ses défauts, de ses qualités. Vous voyez que c'est un jeu, hein, Ouais. un jeu. On essaie. D'où d'ailleurs une manipulation. Voilà, on essaie de mettre dans sa main, manipuler hein, la partie adverse, si je puis dire. Comme si c'était un jouet. Mais Exactement, le exactement. tout, en fait, l'art de manipulation, c'est que la personne ne doit pas s'apercevoir que vous êtes en train de la manipuler. Vous voyez que Parce que recherche, s'il comprend, c'est foutu. la recherche du renseignement passe par des moyens, j'allais dire, techniques, si on veut, qui font jouer le cerveau, hein, l'intelligence, voilà, des protagonistes. Hein. Après, il y a certains services, vous prenez par exemple les Américains, pendant un certain temps, et la plus grosse agence américaine, c'était pas la CIA, hein, c'était NSA. Et NSA, ça veut dire les satellites, les écoutes, etc. Oui. Et les Américains, pendant très très longtemps, ils disaient, nous, on n'a plus besoin d'espions sur le terrain parce qu'on peut tout capter avec les... Maintenant, ils ont compris que non. Vous pouvez capter, mais vous aurez toujours besoin de gens sur le terrain parce que voilà. c'est l'humain, le facteur humain. Ils peuvent vous expliquer ce que le satellite ne verra pas. Quand j'étais au Pakistan, vous savez, c'est un pays difficile, le Pakistan. Et j'y étais lors de la première guerre du Golfe. Les Américains et les Français étaient très mal vus. Hein. C'est ce qui se passe actuellement. Actuellement, après la déclaration de Macron sur les caricatures, les Français sont le phénomène est rejoué au Pakistan, Pakistan actuellement. Hein. Donc là, j'avais moi un pistolet et quelquefois... Mais pour la protection, c'est pas pour la mission. Mais c'était pas pour comme James Bond, tirer à tous les coins de rue. Non. Du coup, en mission, vous pouvez vous trouver en danger de mort. Si jamais un service de contre-espionnage a détecté que vous étiez un espion. Oui, mais enfin, moi, j'avoue que dans mon métier, pendant les 20 ans, ça m'est pratiquement jamais arrivé. Une fois, j'avoue que c'était en Éthiopie, et pendant la famine des années 80, 83, 84, c'était affreux, vraiment c'était affreux. Et on m'avait offert une salade. Une salade, c'est pas un cadeau, hein, mais à l'époque, c'était quelque chose de formidable, hein, une salade. Et bon, mon esprit était là, pour le coup, il était en éveil, et j'ai donné les salades à des lapins. Comme j'avais des enfants avec moi, on avait acheté des lapins pour les enfants. Mais les lapins, ils étaient morts le lendemain matin. Mais vous savez, j'ai eu quand même une sacrée trouille, hein, parce que si j'avais pas fait ça, moi, je ne serais pas là en train de vous raconter tout ça. Ouais. Après, les armes, c'est la même chose que pour les policiers. La plupart des policiers, vous prenez Maigret, Maigret, il n'a jamais sorti son arme, quasiment pas. Hein. Ça veut dire nous font quand même un métier intellectuel. Donc, on était les militaires, on avait le statut de militaire, donc ça veut dire qu'on avait une arme de service. On avait la carte avec le port d'armes, et on tirait tous les ans 5 cartouches réglementaires. Voilà, c'est ça. Vous savez, moi, j'ai jamais tiré avec mon arme sur le terrain. Oui, moi non plus. Mais notre métier est beaucoup plus banal qu'on ne le suppose, qu'on ne le croit. Hein. Vous avez une dizaine d'opérations. Bien évidemment, l'assassinat de Trotsky par Staline, par Mercader, qui était un agent du KGB, ça fait parler. Hein. C'est un truc qui marque l'histoire, etc. Mais c'est le service, comme je vous disais, c'est 10 000 personnes. Il n'y a pas 10 000 Mercader qui assassinaient 10 000 Trotsky tous les jours. Des remords, non. Ah non, absolument pas de remords. Peut-être des petits regrets, parce qu'on n'est plus dans la vie active, mais encore que moi, je m'ennuie jamais. J'ai été maire après, moi, d'une petite structure en France. Mais non, regrets, remords, non, pas du tout. Pas du Et tout. moi, si. C'est quelque chose qui m'a travaillé, qui m'a toujours travaillé, parce que justement, je raconte dans le livre les trucs, c'est qu'à un moment donné, on me poussait pour la légalisation dans le pays, de trouver en gros une femme pour se marier. Et donc, là, j'avais le blocage parce que justement, je me rendais compte que j'allais amener cette personne vers le crime. En fait, pour moi, c'est normal, je suis dans l'action. Quand on est dans l'action, on ne se pose pas de questions, pas trop de questions par rapport à nous. Donc ce que nous faisons, nous, on sait que c'est illégal, que c'est criminel et qu'on va être jugé si on est pris la main dans le sac, si on n'a pas la protection diplomatique. Mais amener d'autres personnes,
bien évidemment, ça peut poser des cas, mais à ce moment-là, on ne fait pas ce métier non plus. Hein. Voilà, exactement. Ça veut dire que c'est un métier amoral, immoral, et vous amenez les gens, en fait, à trahir leur pays, à trahir leur entreprise. C'est grave, c'est très grave de commettre les oui. fautes très très graves, les crimes. Et donc, si vous avez des remords constamment à faire ça, c'est que vous êtes trompé de métier. Oui, c'est ça, tout à fait. Je pense qu'il est certainement, enfin, de mon point de vue, plus difficile d'être un officier traitant actuellement avec les téléphones mobiles, le GPS, les caméras, etc. À mon avis, c'est beaucoup plus difficile. Ouais. Mais à la fois, on utilise des moyens techniques qu'on ne connaissait pas à notre époque. Hein. C'est fini les encres, à mon avis, sympathiques, les micro-points et tout ça. Le micro-point, c'est le point d'un nid, par exemple, dans lequel on peut mettre 3 ou 4 pages de texte. Et ça représente juste 1 millimètre voilà. Une photo d'1 millimètre. Je pense que c'est fini, ces techniques. Ouais. Mais bon, on les remplace parce que maintenant, vous pouvez remplacer, vous pouvez prendre un fichier, une photo et mettre, par les moyens de logiciel, mettre l'information dans un fichier photo. Donc, à l'œil nu, on ne verra absolument pas, mais on va remplacer quelques pixels par l'information. Donc, du coup, ça ouvre. En fait, techniquement, on a énormément plus de facilité côté espionnage, mais en même temps, ça facilite aussi le travail de contre-espionnage pour contrer ce que vous faites. Donc du coup, je suis d'accord avec François, je crois aussi qu'actuellement, c'est quand même beaucoup plus compliqué qu'à notre époque. Oui, et plus difficile. Un exemple, mais flagrant, vous pouvez par Internet envoyer une page blanche à un interlocuteur, mais il y a des techniques pour vérifier si la page est très facile, hein, et rapide. Alors, il suffit de faire des contrastes, vous le voyez tout de suite si la page blanche contient de l'information. Eh bien, autrefois, une page blanche, c'était difficile de déceler parce qu'il fallait des encres spéciales ou des révélateurs spéciaux que tout le monde ne peut pas avoir. Après, ça ne veut pas dire que les anciennes techniques, là en revanche, je ne suis pas d'accord avec toi, c'est qu'en fait, tout ça, on en parle dans le cas présent, dans le cas normal de la vie normale en Occident, dans les pays développés. Mais vous allez en Afghanistan, au Pakistan, vous êtes au milieu de la montagne, les anciennes techniques, elles marchent comme avant, il n'y a aucun problème. Et vous savez aussi que, par exemple, n'importe quel pays de l'OTAN et vice-versa, en fait, ceux qui sont en face, la première chose qu'il étudie en cas de guerre, c'est de faire exploser des bombes pour couper votre réseau informatique, pour couper votre réseau électrique. Ça veut dire que on vous coupe tout, et si vous n'avez pas les anciennes techniques, c'est foutu. C'est foutu. Ça veut dire qu'on continue à apprendre les anciennes techniques au cas où il y aura une guerre, il y aura toute la coupure de tout le réseau électrique, et à ce moment-là, on va utiliser le Morse, on va utiliser les anciennes techniques sont formatrices parce que ça vous donne la possibilité d'inventer, de créer des choses nouvelles. Vous voyez, ça c'est important aussi. Merci beaucoup. Merci.